Je me sentais différente. Je me sentais à part. Même dans le vestiaire, personne ne me parle, personne ne me dit quoi que ce soit. Du coup, je cachais les mails de la fédé. En fait, je répondais à la place de mon père. J'imaginais que ça allait être plus simple que ça de faire un grand championnat comme les Jeux. Est-ce que j'étais plus motivée par le fait de gagner, d'obtenir des titres, de l'argent, de la reconnaissance, ou est-ce que j'étais motivée parce que j'aimais juste l'athlé? Tu te prépares pour ta course pour les JO, t'es sur la ligne de départ. Tu penses à quoi? Et ça, c'est le cas de beaucoup d'athlètes qui même ont des symptômes dépressifs. Les athlètes mangent ultra sain tous les jours. Faux. Je sais à quel point effectivement ça nous semble impensable. Salut à tous et bienvenue dans Sous les apparences, le podcast où on invite des entrepreneurs et athlètes de haut niveau pour parler parcours de vie, santé mentale. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée iconique. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, mettez les 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Et en faisant ça, nous, on s'engage à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours aussi inspirants. Elle est championne de France, championne du monde de relais en 4x200 mètres. Marussia Paré représentait la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, de Tokyo en 2021, puis à Paris en 2024. Elle est montée sur les plus grandes pistes du monde, mais derrière les médailles et les records, il y a une enfant qui a perdu sa mère à 7 ans, une ado qui pleurait au conservatoire de danse, une femme qui a dû tout déconstruire pour se reconstruire. Marussia Paré, c'est une vie de sprint, de blessures et de résilience. Et aujourd'hui, elle est psychologue. Elle nous raconte ce que personne ne voit derrière la ligne d'arrivée. Marussia, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformée pour t'amener à qui tu es aujourd'hui? Alors, la phase de ma vie qui m'a le plus transformée, honnêtement, je n'ai jamais cherché à répondre à cette question. Mais certainement que quand tu commences ta vie en voyant que ta famille, c'est qu'un papa, par exemple, dans mon cas, où tu as 7 ans, tu vois qu'il y a des décalages avec les autres enfants. Je pense que oui, tu commences à réfléchir un peu déjà quand tu es enfant. Et tu l'as senti à quel niveau, le décalage? Je me sentais différente. Je me sentais à part. Je me sentais pas dans la norme. Je me sentais... Oui, il y avait un truc, rien que dans ma famille n'était pas comme celle des autres. Et puis je suis métisse aussi, donc ça rajoute, ça faisait beaucoup pour une petite fille qui a grandi dans des petits villages en fait, où il n'y a pas beaucoup de personnes issues de la diversité, quoi. Donc c'était vraiment justement une question d'apparence. Et puis surtout que, alors j'ai noté, je suis obligée de regarder ma tablette parce qu'il y a plusieurs endroits, mais du coup, tu as énormément aussi déménagé. La Corse, Toulouse, Bordeaux, les Landes, le Cameroun. Comment on se construit finalement quand on n'a pas vraiment de repères géographiques? Ça n'a pas été simple. Je me suis rendu compte quand même que j'avais des difficultés à entretenir mes amitiés. En fait, j'ai des personnes que j'aime énormément de tout mon cœur, vraiment des amis que même j'ai rencontrés à l'athlé, mais j'ai du mal, enfin ça dépend pour certains, à entretenir l'amitié, à prendre des nouvelles, à proposer des choses, etc. Et en fait, c'est pas une bonne chose. J'aime être seule, ça c'est sûr, mais j'aime être seule parce que justement, comme j'ai beaucoup déménagé, je me suis retrouvée souvent à devoir me refaire des amitiés, par exemple reprendre des repères. Et en fait, voilà quoi, c'est ce que je connais finalement. Mais j'ai ce besoin aussi de contact que tout le monde a. Et pour le coup, il faut que je me force un peu pour passer du temps avec des personnes que j'aime, quoi, tout simplement. Mais j'en ai, mais s'ils passent par là, je vous aime d'amour, mais désolée, j'ai des progrès à faire. Il y en a certains là que tu revois quand même quand tu retournes à Bordeaux ou... Oui, vraiment. Oui, j'en revois. Il y a même des personnes... quand j'ai quitté la Corse, j'avais 11 ans ou 12 ans. Et des fois, on s'envoie des petits messages, etc. Et je me dis, ça me ferait tellement plaisir de les revoir. Je pense que j'aurais pu entretenir la relation parce qu'on est à cet âge-là, on avait déjà Facebook. Je crois, ça arrive. Ou les mails avec l'époque, voilà, ou je sais pas comment exactement, les Wiz, MSN et tout ça, donc on pouvait se parler, mais je l'ai pas fait. Donc je pense que oui, dans un autre contexte, en ayant une autre vie, je pense que c'est des relations que j'aurais entretenues, ce que je n'ai pas fait, mais je vois que le lien, il est toujours là malgré tout, et ça me rend très heureuse en fait, vraiment. T'as gardé ceux avec qui t'avais connecté le plus et qui peut-être te connectent plus aussi en termes de valeur. Et peut-être aussi, est-ce que c'est des personnes qui, à l'inverse, ont plus cette facilité à prendre des nouvelles, les gens avec qui tu restes en contact? Oui. Alors, c'est marrant, c'est ce que je dis souvent aussi à mes patients, ceux que j'accompagne, c'est que, en fait, on se retrouve des fois dans des positions inconfortables parce que comment on voit les choses
avec nos insécurités ou nos habitudes, en fait, notre cerveau, il va nous amener vers ce qu'on connaît, vers ce qui confirme ce qu'il pense. Et moi, je me retrouve en fait dans des situations où j'ai des personnes qui... ça dépend des personnes. Mais qui vont chercher à prendre des nouvelles, etc., qui vont vouloir entretenir le truc, mais c'est moi derrière qui vais pas être force de proposition. Mais pourtant, en face, il y a une personne qui est disponible pour moi, en fait. Et par mon attitude, je provoque un peu ce truc de distance, alors que la personne, elle est super dispo, quoi. Enfin, dispo peut-être pas en temps, mais au moins pour un appel et voilà, quoi, prendre des nouvelles. Trop bien. Je me retrouve tellement là-dedans. Ah ouais? Ouais, ça me parle grave. Parce que pareil, j'ai beaucoup déménagé, Nantes, Bordeaux. Et donc tu changes de lycée, tu changes de collège. Exactement. Et moi, je suis comme toi, j'ai trop du mal à prendre des nouvelles. Et aussi, je te pose cette question parce que j'ai gardé des contacts avec des gens qui, au contraire, envoient des messages, appellent, disent viens, on va se voir. Et je pense que tu as peut-être ça aussi. C'est pas parce que tu prends pas de nouvelles que tu les apprécies pas ou que tu les aimes pas. Mais c'est juste clair. que c'est pas naturel d'envoyer un message. Exactement. Après, Vraiment. vous avez peut-être un espèce d'auto-sabotage en vous disant putain, c'est vrai que c'est toujours la personne d'en face qui propose, mais bon, c'est parce que vous n'êtes pas dans cette. C'est pas évident de fonctionner comme ça. Et en fait, quand on est avec eux, moi, quand je suis avec mes amis, je suis très heureuse. Il y a pas de, je me sens pas mal ou quoi. Bon, après, je suis pas non plus la plus celle qui va sortir le plus, etc. Donc il y a aussi mon tempérament qui fait que je suis peut-être un peu casanière, beaucoup même. Mais bon, je sais aussi que c'est parce que j'ai une histoire personnelle qui fait que voilà quoi, les amitiés c'est bien pour mon cerveau, c'est sympa, mais c'est amené en fait à disparaître au bout d'un moment. C'est comme ça que j'ai appris. Alors, on va parler donc de ton père, de tout ce que ton père représente pour toi, bien évidemment. Mais quand justement tu apprends donc, que ta mère est décédée quand tu as 7 ans, ça a été quoi ta réaction? Dans le sens, j'ai limite envie de dire positif ou négatif, dans le sens où quand on est enfant, on s'en rend pas forcément compte. Exactement, t'as tout donc, dit, c'est ça. Donc comment ça s'est passé de ton côté? Alors, en fait, faut savoir que je sais que ma mère est à l'hôpital depuis longtemps parce qu'elle est malade au niveau respiratoire, donc c'est réanimation, etc. Ça, je suis tout à fait au courant. Mais dans ma tête d'enfant, moi, quand j'ai 7 ans, je pense que l'hôpital, c'est un endroit heureux. C'est un endroit où il y a des naissances, en fait. Pour moi, j'associe pas du tout l'hôpital aux soins. Alors, à la mort, quand on a 7 ans, c'est pas encore tout à fait ancré de se dire la mort, c'est... tu ne vois plus la personne. À 7 ans, on se dit pas tout à fait ça. C'est pas encore ancré. On n'a pas encore cette conscience-là. Donc, je me revois en fait dire à ma maîtresse, oui, mais maman, elle est encore à l'hôpital et tout ça. Et je vois en fait le visage de ma maîtresse triste, mais bon. Moi, je revois la scène parfaitement. Je retourne m'asseoir et je continue ma vie, quoi. Et donc, voilà. Pour moi, il se passe pas grand-chose. Enfin, elle est juste à l'hôpital, quoi. Comme je pourrais dire, elle est à la boulangerie ou elle est au supermarché, quoi. Je me rends pas compte. Et en fait, finalement, donc un jour, mon père vient me chercher et il m'annonce que du coup, elle est décédée. Mais pareil, en fait, je pleure évidemment. Je suis triste parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Je vois qu'il est pas bien non plus, mais je comprends pas de suite. Et c'est beaucoup plus tard, mais vraiment, ça a duré très 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 longtemps. Combien de temps tu penses? Je pense jusqu'à mes 13, 14 ans. Ah oui. Ouais, par là, où je me dis, ouais, mais en fait, le temps passe. Bon. Et c'est pas que c'est... Comment dire? Il y a aussi ce côté, je pense, dans beaucoup de familles où il y a un parent ou un proche, un enfant qui décède, on va pas forcément en parler. Moi, c'est pas qu'il y avait un tabou, mais... Ouais, c'est comme c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour ses frères et sœurs dont je suis extrêmement proche et qui à chaque fois, même pendant mon mariage, etc., ils ont beaucoup pensé à elle, évidemment. En fait, il y a cette tristesse-là, peut-être que j'avais pas envie de voir non plus chez mes proches. Donc du coup, j'en parlais pas. Et en fait, je gardais ce truc de dire, bon, c'est curieux, mais voilà, et après, faut l'assumer aussi. De dire, qu'on dit, ils font quoi tes parents et ta mère et ton père? Et je suis là, oh purée, ok. Non, bon, ça va. Mais c'est vrai que quand t'es ado, c'est lourd, c'est un peu lourd. La phase de deuil doit être quand même complètement différente. Vu qu'il y a entre du coup ton cas où tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe, Exactement. puis après des gens, par exemple à notre âge, où si on perd quelqu'un de proche, la phase de deuil va être plus ou moins longue, mais en tout cas on va beaucoup plus vite à mon avis la conscientiser. Exactement, je pense. Ça c'est hyper intéressant. Du coup, tu penses que la phase de deuil elle a été décalée?
Je pense qu'elle a été... elle était là, mais j'ai pas pris conscience de suite du tout et non plus de l'impact que ça a eu. Et l'impact, j'en ai pris conscience parce que j'ai travaillé en fait sur ce souvenir-là, sur le deuil, que en 2000... On est en 2025 ? En 2023. Ah oui, c'est récent. C'est très récent. C'est fou. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, ce souvenir-là, comment je l'avais vécu, etc., le deuil, l'absence aussi d'une mère, en fait, j'ai vécu en réaction à ça quasiment toute ma vie jusqu'à ce que je prenne les choses en main, quoi. Donc, c'est sûr que ce sont des moments qui sont pas... on ne sait pas trop comment réagir, même des adultes, je pense, sur comment expliquer ce que c'est, etc. Après, moi, je ne travaille pas avec des enfants, mais c'est vraiment important de prendre le temps d'en parler. Vraiment, vraiment. Et si l'enfant, certainement qu'il aura des questions, et de l'aider, en fait, à mettre des mots. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était la mort. Et après, en ayant lu quelques bouquins de psy, oui, à 7 ans, tu sais pas que la mort, voilà quoi. C'est en tout cas, dans la vie, au moment où tu vis, la personne, tu ne la vois pas. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, ton père, donc, que représente-t-il vraiment pour toi ? J'ai une partie des réponses, mais j'ai envie que tu le... Non, je suis très, 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 très proche de lui parce que, du coup, on a vécu, j'ai vécu avec mon père, alors proche parce qu'il s'est bien occupé de moi. C'est un monsieur, en plus, il m'a eu. Autre truc pour me sentir à part, il avait 51 ans. Donc, assez âgé. Et je me rappelle, il avait peur qu'on dise « c'est ton grand-père qui vient te chercher », etc. Je crois que sur toute ma scolarité, on a dû me faire la remarque une fois. Bon, ça m'a pas marqué. Enfin, j'ai pas du tout été déstabilisée par ça. Mais du coup, on est très proches parce que, lui, il est devenu veuf. Moi, je suis devenue orpheline de mère. Et en fait, on a essayé d'avancer. Et lui, il a dû élever une petite fille qui, après, donc à 7 ans, c'était ça. Ensuite, c'était les premières, on va dire, embrouilles de copains-copines. Ensuite, c'était elle grandit, donc c'est la puberté. Après, c'était les chagrins d'amour. Enfin voilà, il a dû faire beaucoup de choses. Après, je suis très proche de ma famille aussi, donc j'ai pas du tout souffert, on va dire. Affectivement, je me suis pas sentie seule, en fait. J'ai eu beaucoup d'amour et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui a fait que je vais bien. Voilà, j'ai pas eu de grosses, de grosses conséquences. Enfin, j'aurais pu bien plus mal le vivre, évidemment. Donc, j'ai été dans un milieu qui a été assez préservé. Et en fait, on a eu ce lien aussi avec mon père parce que le sport... Il m'a saoulée avec le sport. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, il me dit « Alors, ma fille, ça va ? Tu as fait ton footing ?» Ah oui, c'est un grand sportif aussi. Ah oui. Tu peux nous raconter l'anecdote quand tu te faisais courir derrière la voiture ? Oh non, mais quelle horreur. Non, mais alors ça, mais... Et le pire, c'est que j'ai une vidéo dans mon téléphone où il fait ça à ma nièce. Et je vois. Et en fait, moi, je filme. Je dis, oh la pauvre et tout. Et puis mon père, il dit, allez, tu tiens. Et puis je vois ma nièce, elle est juste comme ça, elle le regarde de désespoir. Tu peux réexpliquer, du coup, ça consistait en quoi cette épreuve ? Alors, en fait, ça consistait en quoi ? Donc, mon père, triathlète, etc. Donc, fou d'athlète, fou de course, fou de vélo. Donc, à la maison, c'est Tour de France. C'est atteler tous les championnats possibles, c'est tous les marathons. Donc, c'est Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, le Giro, etc. Machin. Évidemment, natation. Donc, on suit aussi tous les championnats. Donc, voilà le contexte. Donc, moi, j'arrive et je rencontre ce monsieur, c'est mon père. Et donc, c'est le sport de suite. Et lui, pour, on va dire... incarner sa philosophie de vie et surtout dire mes enfants font aussi du sport parce qu'il a eu 2 filles avant moi et c'était pareil, hein. Il me faisait courir le week-end, mais sauf que en fait il avait à l'époque une énorme BMW, il mettait la musique à fond et en fait moi je courais devant et donc lui musique à fond derrière. Et il m'encourageait, allez, tout ça. Et moi, j'étais toute jeune. Et je me rappelle, mais je n'en pouvais plus. Alors, c'était pas du tout... c'était pas genre... j'en ai pas un souvenir
Oui, c'est maltraitant, traumatisant, oui. c'est horrible, etc. Mais je me dis, mais purée, mais quelle lourdeur, quoi. Franchement, mes copines, le week-end, elles faisaient pas ça du tout. Et moi, je me dis, ah. Et en plus, j'avais honte, en fait. J'avais honte parce que je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'il y a, même s'il essaie de trouver, évidemment, des endroits où il n'y a pas trop de voitures, etc. Mais les gens passent, ils vont voir qu'il y a une grosse BM qui me suit, moi qui cours, la musique à fond, lui avec les lunettes noires. Enfin. C'est non. comme dans les films, là, des films de boxe, là, où tu vois les mecs qui courent avec les voitures. C'est fou. Je pense qu'il a trop regardé de trucs comme ça. Alors du coup, comment ta carrière de sportive, on va dire, a commencé? Parce que du coup, c'est ton père, on peut le comprendre, Oui, ouais. qui était à fond sur cette thématique de sport. Comment ta carrière a commencé? Comment tu as commencé à t'intéresser à l'athlé ou à un autre sport avant? Oui. Alors en fait, j'ai toujours eu on va dire, ce goût pour l'athlé. De toute façon, il y avait tous les championnats à la télé, à la maison. Donc, je regardais les jeux, je regardais les meetings. Il y avait de l'athlé, il y avait du sport. Et je gagnais les courses quand j'étais petite à l'école, mais j'aimais pas courir. Je voulais juste, je pense, gagner. Je battais les garçons et tout. Donc, évidemment, mon père, quand il entend ça, ni une ni deux, alors elle va faire de l'athlé, elle va faire ceci, elle va faire cela. Et même d'ailleurs, petite anecdote en exclusivité, chose que ma famille seulement est au courant. Quand ma mère était enceinte, mon père n'arrêtait pas de dire « c'est Marie-Josée Pérec, Marie-Josée ». Ah oui. C'est énorme. Et donc en fait, et en plus je suis née l'année où en fait elle fait son doublé à Atlanta en 96 où elle est championne olympique de 100-400. Donc je pense que c'était un signe. C'est un signe. C'est un signe. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison. Donc en fait, du coup lui à ce moment-là, quand il voit que je commence à gagner des courses, etc. J'ai un premier article dans le journal où on me voit à la bagarre avec un garçon, c'est moi qui gagne et tout. Donc, trop bien, lui, c'est super à faire de l'athlé. Pas du tout. Je voulais pas parce que c'est super dur, c'est ingrat. Je trouvais que j'étais affreuse, mais affreuse quand je courais. Donc, je me suis dit, déjà, c'est dur. En plus, c'est pour être laide quand je cours, si on me prend en photo. Alors là, c'est niette. Donc, j'ai fait de la danse classique. Je pense que l'héritage de la danse, c'est évident, je l'ai de ma grande sœur. Qui est toujours, mais qui était danseuse professionnelle dans les cabarets aussi. Donc voilà, moi après elle faisait de la danse, du jazz, etc. Mais c'est elle qui m'a amené ce truc-là de la danse. Donc parfait, moi je m'y suis mise, de la danse classique, etc. Et en fait, arrivée au lycée, donc je veux intégrer le conservatoire. Et mon père m'amène à cette première après-midi où j'enchaîne plein de cours. Et en fait, je passe un moment juste horrible. Et d'ailleurs, je n'ai jamais remis les pieds dans une salle de danse depuis cette époque-là. Donc, ça fait 13 ans déjà, 13-14 ans. J'ai passé une après-midi horrible. Horrible parce que, en fait, j'étais méprisée. Je pense que c'est vraiment le mot. J'étais méprisée, on me regardait mal. Alors déjà, j'étais la petite villageoise qui arrive de sa campagne des Landes. Bon, après, Dax, c'est pas non plus... Non, voilà. ça va. Mais quand même, j'arrivais d'un coin paumé. C'était mon premier jour. Et en fait, ça a été très compliqué. À ce moment-là, le prof était pas très... en tout cas, comment je l'ai vécu, pas très bienveillant, pas du tout même. Pas à l'écoute, pas disponible. Je sais pas, moi je m'imaginais en fait tu reçois une nouvelle élève dans ta classe, t'essayes de l'intégrer en fait. Ouais. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. Et en fait je range mes affaires. Aucune fille ne me parle d'ailleurs, hein, même dans le vestiaire, personne ne me parle, personne ne me dit quoi que ce soit. Et je rentre en fait, mon père vient me chercher. Je lui dis écoute, je reviendrai plus jamais ici quoi. C'était horrible. Donc, je me dis, mais par contre, il faut que je fasse un truc le mercredi après-midi avec les potes parce que moi, je vais m'ennuyer au lycée. Et en fait, à ce moment-là, dans ma classe d'anglais, il y a un garçon qui s'appelle Valentin. Il me dit, mais écoute, t'as qu'à venir, je fais de l'athlé. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Et j'intègre le groupe de sprint dont l'entraîneur a été mon entraîneur pendant plus de 10 ans. Finalement. Ah ouais. Ça, c'était quand tu as rencontré Valentin, c'était à quel âge exactement? J'avais 14-15 ans par là. Okay, parce qu'on pourrait penser que c'est tard en vue de la carrière derrière que tu as eue. Mais généralement en athlé, parce que ça dépend des sports. Ouais. En athlé, généralement, on commence à quel âge? Alors, ça dépend. Pour la plupart, ils ont quand même commencé avant moi parce qu'ils ont fait école d'athlé, donc c'est les tout petits. Mais il y a quand même pas mal d'athlètes qui commencent un peu plus tard. Okay. Donc, on va dire, entre 12 et 15 ans.
Parce que quand tu compares par exemple au tennis, moi, Ah à oui, chaque fois, non. tous les gens au tennis, ils disaient, C'est bon voilà, 5 ans. si t'as pas commencé avant que t'aies 4 ans, limite, Ouais, c'est ça. en fait, t'auras jamais de Comme au carrière. foot, comme les. C'est trucs, c'est ça. T'es déjà numéroté C'est ça. français, t'as 15 ans, tu sais. Non, mais c'est fou. Ouais. Ok. Et du coup, donc, tu commences à t'entraîner, tu commences à prendre goût un peu à l'athlé. Comment ça se passe un peu finalement le cheminement parce que tu disais quand même que t'aimais pas trop l'athlétisme. Oui. Est-ce que j'aimais tout d'un coup? Mais en fait, je pense que en fait, j'aimais l'athlétisme et j'aime l'athlé. C'est vraiment un sport qui est dur. Et bon, ça, je l'ai compris très vite. Enfin, de toute façon, tout le monde le comprend quand il faut courir. De toute façon, on ressent des choses dans notre corps où on se dit waouh, ok, c'est dur. Et là, sauf qu'il fallait le faire intentionnellement. Donc la marche était un peu plus haute. Et en fait, je m'entraîne. J'ai mes premières compètes. Et puis d'ailleurs, je vais à l'entraînement une fois par semaine, voire 2, le mercredi après-midi, voire le vendredi. Mais c'était pas. Je prenais ça au sérieux, mais pas plus que ça. J'avais pas d'attente en fait de résultats du tout. Sauf que je fais des compètes et je suis vraiment parmi les meilleurs de la compète, voire je gagne, mais très rapidement en fait après avoir commencé. Je manque de me qualifier au championnat de France très très vite, pareil dès la première saison. Mais bon, moi, je me rappelle d'ailleurs, il y a une maman d'une amie qui m'appelle, je suis dans le self en train d'attendre pour manger. Elle me dit, les listes pour les championnats de France sont sorties et t'es la première pas prise ou la deuxième et tout ça. Normalement, on doit être dégoûté. Mais moi, pas du tout. Je dis, ah ok, bon, bah écoute, pas de souci. Et en fait, je me dis, cool, je vais passer un été plus d'athlète, trop bien. Genre, entraînement fini, je vais pouvoir aller à la plage et tout. Bref, donc vraiment. Ouais, c'était pas l'amour fou, quoi. Non, en fait, c'est que j'ai toujours aimé regarder. J'ai toujours aimé les émotions. Je pense que c'est ça qui m'a fait rester dans le sport. Mais en fait, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur mentalement. Donc, pour moi, je me disais, bon, ben, pas grave. Sauf que pas réussir à rentrer dans les bilans pour faire les France, ben, je me qualifie. Et en plus, j'ai des chances de les gagner l'année d'après. Donc là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Et en fait, à ce moment-là, je dis, bon, ben j'arrête. Parce que là, ça prend une tournure que je n'avais pas prévue. Et du coup, je cachais les mails de la Fédé. Et en fait, je répondais à la place de mon père au mail. Qui disait, oui, Marussia a le niveau de faire les championnats du monde cadet. Donc, on était en 2013. Elle a le niveau de faire les championnats du monde cadet. Voilà, c'est telle et telle compétition pour la qualif, etc. Et pareil, des demandes de stage, de compète. Enfin, je répondais à chaque fois en disant Marussia n'est pas disponible, cordialement. Sauf que j'étais tout à fait disponible et que mon père surtout n'était pas au courant parce que je me débrouillais pour pas qu'il voie les mails et tout. Sauf qu'un jour, la Fédé, évidemment, a appelé chez moi. Et là, mon père a dit quoi ? Tu vas être choqué. Ah ouais. Ah non, mais je me rappelle, il est monté. En fait, quand le téléphone a sonné, je sais pas pourquoi je me suis dit non, c'est eux. Intuition. Intuition, c'est eux. Et je l'ai entendu, genre j'ai entendu un silence, puis j'ai entendu un truc genre mais je suis pas au courant du tout, c'est quoi ça et tout. Et en fait, il est monté, j'ai entendu comment il a marché dans les escaliers, boum 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 boum. Il t'a détruit là. Ah ouais. Ah là, il m'a dit non mais alors je me rappelle même plus ce qu'il m'a dit parce que du coup, je n'ai même pas dormi chez moi ce soir-là tellement j'étais énervée, genre j'étais énervée contre lui parce qu'il avait découvert en fait, mais enfin bon bref. Et donc voilà, et en fait au final, j'ai arrêté 10 jours. Parce que j'ai vu les performances de l'équipe de France senior au championnat du monde, de l'équipe de France, des grands, quoi. Et c'était trop beau, c'était magnifique. Et je pleurais en regardant, je me disais, mais waouh! Et en fait, je me suis dit, mais Marussia, tu pleures, mais tu sais que c'est toi, tu peux faire ça, en fait, aussi. Et dans tout ce truc-là, cet entre-deux, en fait, ma famille, pareil, m'a pas du tout forcée à quoi que ce soit. A pas du tout été insistante en me disant vas-y, essaye encore 1 an, 2 ans et puis tu verras. En fait, ils ont toujours pesé le pour et le contre de chaque chose et ils m'ont expliqué voilà en fait ce que je pouvais avoir avec l'athlète, ce que je pouvais aussi faire sans. Enfin, mais ils m'ont toujours laissé cette capacité, ce pouvoir de décision quand même. Ça c'est bien, ils t'ont mis sur un plateau. Ok, Exactement. t'as accès à ça et après c'est choisis maintenant. C'est ça. Choisis où tu veux aller. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je sais pas si t'as la même conscientisation des athlètes de haut niveau, mais à chaque fois que moi je vois, par exemple, un sportif de haut niveau, je pars toujours du principe comme quoi c'est parti d'une passion, etc. Comme quoi,
pas forcément. Ouais. Mais je sais pas, je regarde Roger Federer, je me dis, il Mhm. était passionné quand il était Ouais. petit. Je te regarde toi, je me dis, il était forcément passionné quand elle était petite. Mhm. Enfin bref, pareil, surtout Léon Marchand, Ouais. pareil, je me dis ça. Et en fait, il y a plein de sportifs, finalement, Qui sont pas tant que ça. passionnés. Des fois, ça arrivait comme ça, C'est un peu de manière. Ouais. Et il y en a qui n'aiment même pas trop le sport qu'ils font. Par Oui, exemple, Gareth vraiment. Bale Ouais. n'aime pas du tout le foot. Ah, le footballeur, ah ouais. Par Ouais, contre, ouais. il adore le golf. Ouais. Donc il joue au golf, mais en fait, il fait du foot parce que juste, il est Ouais, trop fort, quoi. Mais c'est ça. Mais il y en a Et vraiment beaucoup. ça, c'est dingue. Beaucoup de sportifs et des amis à moi n'aiment pas l'athlé. Ils aiment l'athlé, mais ils vont pas regarder les compètes. Ouais, ils font parce qu'ils sont forts, parce qu'ils aiment bien, parce que c'est un beau sport quand même. Mais, voilà, mais il n'y a pas ce truc de passion comme on peut l'imaginer, quoi. Et c'était quoi parce que c'était quoi un peu ta spécialité? Parce que toi, tu voulais plus courir des longues distances. Ton père, il voulait plus que tu sprintes. Et c'est le contraire. Ah, c'est l'inverse, pardon. Ouais, Ok, exactement. my bad. Ouais. Mais donc du coup, toi, tu voulais plus faire de longues distances. Non, Son père oui, voulait. Ok. c'est ça. My bad. C'était quoi un peu tes spécialités? Enfin, comment ça s'est Ouais. un peu. Mais en fait, justement, quand Valentin me dit viens dans mon groupe, lui, il faisait des haies. Donc, du 110 mètres haies. Donc, la ligne droite où on met 10 barrières et il faut aller le plus vite possible avec 10 barrières. Et en fait, je courais vite déjà naturellement. Donc, je suis restée dans ce groupe de sprint. Mais effectivement, après, quand j'étais petite, j'étais quand même assez performante, si on peut parler de performance quand on a 8 ans, 9 ans. Bon. C'était sur des longues distances, sur les crosses de l'école, les crosses du collège. Ouais, qui faisait genre 5 km, ce genre de truc. Ouais, c'est ça au maximum. Je pense que j'ai dû faire à ces âges-là, peut-être cross du collège, c'est quoi, 3, 4, un truc comme ça, je pense, max. Donc oui, j'étais forte, mais après, en grandissant, je pense que j'y connais rien du tout on va dire, comment ça s'appelle, je sais même plus. En physionomie ou tout ce qui se passe en fait sur les fibres, etc. Fibres lentes, fibres rapides. Mais je pense que plus on grandit, plus en fait notre fibre naturelle préférentielle prend le dessus et donc on est moins polyvalent que quand on est petit. Ok. Et après, à l'âge de 18 ans, t'es sélectionné en équipe de France senior. Comment tu le vis, ça, à ce moment? Ah ouais. Mais du coup, là, pareil, en fait, si on compare l'appel de la maman de ma copine qui me dit Maroussia, je suis vraiment désolée, mais t'es pas prise. Et là, où j'étais, oh ok, bon, bah c'est bon. Et là, finalement, où le sélectionneur m'appelle, pareil, je suis en train de faire du shopping et il me dit, écoute. Dans la cabine d'essai. Ah ouais, ah ouais. Mais c'était vrai. Et il me dit, en fait, il y a les championnats d'Europe seniors en Russie. Et en fait, t'es sélectionnée. À la base, j'étais remplaçante dans le 4x100. Et en fait, mais je suis sortie du magasin. Je dis, mais c'est pas possible et tout. Et en fait, j'allais être avec les plus forts, en fait. J'allais être avec les athlètes que je vois à la télé. Donc, les athlètes que je vois à la télé, c'est Christophe Lemaitre, Renaud Lavillenie, Cindy Bio à l'époque, enfin, Pascal Martineau-Lagarde, tous ces athlètes-là où je me disais, mais ils sont trop forts, comment ils font? Et genre là, j'allais porter le même maillot qu'eux dans la même team, sur la même compète, on allait se parler, on allait se voir, ils allaient me connaître. C'est ouf. C'était vraiment... Et donc, trop heureuse, vraiment super heureuse. Donc, je pense que ça, c'est des moments qui m'ont marqué et que je garderai vraiment longtemps en mémoire d'avoir ces nouvelles-là de sélection où clairement, en fait, on pleure. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai pleuré quand j'ai eu joie, quand j'ai eu des annonces comme ça. Ouais. Et comment tu gères ton stress après une telle annonce comme ça? Surtout qu'après, je crois qu'en plus, tu es sélectionné au JO à 19 ans aussi. Ouais, c'est Donc, ça. en fait, ça te fait une année et demie, 2 ans de complètement zinzin. Ouais, par Ça va, contre, comment tu tu gères gères vite. Ouais, ça c'est va ça. super vite. Comment tu gères ton stress dans ce genre de situation? Je pense que sur l'année 2015, du coup, là, quand j'ai 18 ans et qu'on me contacte pour me dire, en fait, ça y est, let's go, ça part, t'es en équipe de France senior. À ce moment-là, ça va encore parce que c'est simple pour moi de courir vite. C'est très spontané, tout fonctionne. Donc, je suis vraiment dans cette dynamique-là de j'applique ce qu'on me demande à l'entraînement et en fait, j'ai les résultats de suite en compétition. Ce qui est vraiment la lune de miel, parce que le sport de haut niveau, ça n'est pas ça du tout. Tu peux appliquer et ça peut sortir 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans après. Donc pour moi, là, c'est super simple.
Donc, j'ai pas trop de stress. J'arrive à confirmer les bilans. Donc, après, je suis double médaillée de championnat d'Europe en 2015 aussi, en Suède. Donc, ok, facile, ça va. Et là, par contre, ça commence à devenir plus compliqué, effectivement, quand on me dit, mais en fait, t'as la possibilité. T'as on va dire, le niveau pour intégrer l'équipe de France olympique. Et là, on commence, à mettre, on va dire, des attentes autour de moi à ce moment-là. Et ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. Et puis, en plus, j'ai un premier contrat avec une marque. Et maintenant, j'ai un agent. Et on parle de Jeux olympiques, etc., etc. Donc là, effectivement, ça commence à devenir plus compliqué. Et en fait, au début, je me rends pas compte que je subis le truc. Parce que je suis pas de nature anxieuse. Mais ouais, je suis pas très... J'ai un petit gabarit, mais je prends un peu de poids. Donc, je m'en rends même pas compte de suite. Puis, ouais, je me fais 2 blessures, mais sur des gestes très bêtes. Je me fais une entorse à gauche et à droite à 1 mois d'intervalle, l'année des Jeux. Ça fait quand même beaucoup. Et ouais, c'est compliqué. Donc ça, je le vois pas tout de suite. Je pense que je fais vraiment le lien une fois que tout ça est passé, que je suis en vacances après les Jeux Olympiques de Rio, même bien après encore. Je pense quand je redémarre ma saison pour la saison d'après les Jeux. Sur le moment, je m'en rends pas compte du tout qu'il y a un truc que j'ai pas réussi à voir. Et en fait, l'année d'avant, les Jeux Olympiques de Rio, tout m'est un peu tombé dessus, quoi. Enfin voilà, moi, presque, j'étais encore cette lycéenne qui fait de l'athlé, comme ça, c'est cool et tout. Mais non, en fait, c'est autre chose. Cette année-là, au JO, tu fais des résultats ou pas forcément? Non, ça se passe comment? Ça s'est pas bien passé, d'un point de vue sportif en tout cas. En fait, on passe pas du tout on passe pas les séries. Et puis c'est compliqué. C'est compliqué même dans l'ambiance générale de l'équipe de France à ce moment-là. Mais malgré tout, humainement, on commence à se connaître. Enfin voilà, j'ai une très très bonne amie avec qui j'ai passé de super moments. On partageait le même appart au village olympique. Et ouais, c'est une très bonne amie à moi et je pense qu'on s'est encore plus rapprochés pendant ces Jeux du coup. J'ai une petite question. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit moins bien passé les JO, Ouais. est-ce que tu penses qu'il y avait aussi une conséquence des mois précédents sur tes 2 blessures qu'il y a eu? Est-ce que tu étais du coup moins en confiance? Est-ce que ça a joué finalement dans du début du chemin jusqu'à la fin du chemin, entre guillemets, le fait d'arriver aux Jeux? Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. C'est un ensemble de choses aussi, la perf. Et c'est vrai qu'en fait, j'imaginais que ça allait être plus simple que ça de faire un grand championnat comme les Jeux. En fait, déjà, j'imaginais pas que c'était tout ça. Je pense que j'ai été surprise de voir l'ampleur des Jeux Olympiques aussi. Ouais, il y a un ensemble de choses. Après, il y a des éléments aussi dans le sport qui peuvent nous mettre plus en confiance que d'autres. C'est sûr que j'arrivais pas non plus avec un bagage. J'étais full confiante non plus. Et ça, c'est une question aussi. Quand tu commences tu te prépares pour ta course pour les JO, tu es sur la ligne de départ, tu penses à quoi? Alors, du coup, moi, j'y étais pas là. Là, j'étais pas sur la ligne de départ. Mais franchement, une ligne de départ dans un stade rempli, waouh, c'est impressionnant quand tu rentres. Mais j'ai jamais eu ce stress de me laisser manger par tout le public qu'il peut y avoir dans un stade. Donc, Est-ce que tu l'entends déjà? T'entends les supporters ou non, t'es focus et limite ouais, t'as tes œillères? Ouais, vraiment. En fait, c'est vraiment particulier parce qu'il peut y avoir énormément de monde, mais c'est comme si t'es hermétique quelque part à tout ça. Alors, c'est peut-être parce que c'est des choses que j'ai réussi à bien gérer et que je sais pas finalement comment ça se passe quand ça se passe pas bien à ce moment-là. Je crois que ça m'est arrivé une fois, mais c'était entre guillemets, à cause de moi, c'était pas à cause du public. Mais C'est-à-dire? En fait, on venait d'être championne du monde du 4x200 et je voulais tellement reproduire un truc super bien qu'en fait, je me suis emmêlé les pinceaux et c'était pendant un relais. En fait, ma partenaire arrive et en fait, je suis tétanisée. Enfin, je sais plus. Tellement que j'étais là, pour le coup, le stress était dépassé, il était plus du tout adapté.
Et en fait, c'est comme si, ok, mince, on est là, il faut faire un truc, mais je sais plus quoi faire. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Ma partenaire m'arrive dessus et ah, t'es là? Ok, on fait quoi? Ah, ok, on fait un relais. Ok, trop bizarre. Donc c'était vraiment moi, les attentes que j'avais sur cette course, etc. Le public, ça m'a jamais trop déstabilisée. Non. Et est-ce que tu as des préparateurs mentaux, enfin un Mhm. préparateur mental? Je pense que ça doit t'aider un peu dans comment ça se passe un peu une séance. Ouais. Qu'est-ce que la personne fait sur toi? En prépa mentale. Ouais. Alors en général, la première chose, c'est on va dire de connaître un peu son athlète quand même, l'athlète qui reçoit. Moi, c'est comme ça qu'on a travaillé avec moi, c'était de connaître mes motivations en fait. Est-ce que j'étais plus motivée par le fait de gagner, d'obtenir des titres, de l'argent, de la reconnaissance, ou est-ce que j'ai été motivée parce que j'aimais juste l'athlète? Moi, au final, j'avais plutôt une bonne motivation. C'est motivation intrinsèque ou extrinsèque. Donc, intrinsèque, ce qui nous appartient, extrinsèque, ce qui appartient à l'extérieur. Donc, moi, pour le coup, c'était plutôt stable parce que j'étais motivée plutôt par quelque chose que je pouvais maîtriser. Et ensuite, on travaille sur notamment la gestion du stress, la gestion des émotions. On détermine les objectifs, on fait en sorte qu'ils soient réalistes. Et ensuite, on crée tous les petites étapes intermédiaires qui amènent aux objectifs. Et voilà, on ajuste ce qu'il faut ajuster. On crée les meilleures conditions pour que l'athlète puisse faire des perfs, quoi, en gros. Incroyable, trop bien. C'est pas le moment de faire le petit jeu? Ouais, le petit jeu. C'est parti, on a un petit jeu pour toi, Marussia. C'est un vrai faux. Ok. Donc on le détaillera après. Mais voilà, l'objectif, c'est que tu répondes le plus brièvement possible. Donc vas-y, je commence. Allez. Le mental a plus d'impact que le physique sur les performances d'un athlète. Est-ce qu'il y a un entre-deux ou pas? Non. Non. Vrai, faux. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Tu peux Bon. dire, t'as le droit à un joker. Un joker. Bon, ce sera pas pour celui-ci, donc je vais dire vrai, le mental a plus d'impact. Subit-on du racisme dans le sport de haut niveau? Vrai. Les JO ne sont pas les compétitions les plus difficiles à gagner. Ah, c'est dur. Alors, oh là là, vrai ou faux? Ben, oui, alors du coup non, les jeux ne sont pas c'est pas forcément la compète la plus difficile à gagner, donc c'est vrai du coup. Okay. Certains athlètes professionnels ne vivent pas de leur sport. Vrai. Les athlètes mangent ultra sain tous les jours. Faux. Même à haut niveau, certains sportifs doutent encore de leur légitimité. Vrai. Certains sportifs ressentent de la solitude même entourés. Vrai. Et un athlète peut avoir envie de tout arrêter, même après une médaille. Vrai. Et c'est là où ça fait une très très bonne transition, parce qu'à Rio, tu as un gros coup de mou. Tu vas nous en parler un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est Rio, Tokyo et Paris. En fait, en fait, les Jeux, après chaque compétition de cette ampleur-là, on a eu tellement déjà de sollicitations, mais on s'est déjà sursollicité nous-mêmes. On a cherché à tout optimiser et en fait, on arrive, il nous reste juste un petit peu d'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Et une fois que ça s'est passé, on a la phase de descente parce qu'on est monté très, très, très haut, qu'on a essayé de maintenir ça le plus longtemps possible. Et en fait, comme tout organisme qui est sursollicité, au bout d'un moment, il s'épuise. Et c'est le cas, ça a été mon cas. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'athlètes qui même ont des symptômes dépressifs après de grosses compétitions comme les Jeux. Donc ouais, moi, après Rio, quand ça s'est fini, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. Tokyo, pareil, et Paris aussi. Hein. Tu disais comme quoi tu voulais tout arrêter. Enfin, c'est ce que tu disais à ton père, je crois. Comme quoi, tu voulais vraiment arrêter direct après les JO. C'est vrai que tu te prépares 4 ans. Ah oui, arrêter l'athlète? Ouais, enfin, tu voulais vraiment... Ça, c'est... Non, enfin, ça, pas forcément arrêter l'athlète, mais en tout cas, tu voulais faire une pause, quoi. T'avais vraiment un ras-le-bol. Ah oui. Non, c'est clair. Après les Jeux, enfin, si c'est pour repartir à l'entraînement la semaine d'après, non, mais c'est pas possible. On peut pas. Même en termes d'émotion, tu as dû ressentir, même on parlait de Paris. Oui. Paris, est-ce que c'était d'ailleurs les JO où tu as ressenti le plus d'émotion? Est-ce que c'était tes meilleurs JO? Oui, je pense quand même que c'était mes meilleurs jeux. Oui, non, mais c'est sûr, parce que c'était les jeux où on était à la maison, et ça, c'est pas comparable en fait avec le reste. Et forcément, c'est mes meilleurs jeux, mais ça n'a pas empêché le fait que
t'as envie de rentrer chez toi et d'être tranquille, en fait. Et les jeux, c'est pas la réalité. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est super fatigant, c'est que, par exemple, on a accès au self H24 quasiment si on veut, et à 20h, on peut manger ce qu'on veut, du mexicain, du japonais, du français, ou alors des céréales. Ça n'a aucun sens. Et on est tout le temps entouré, on est hyper chouchouté, on s'occupe super bien de nous, on demande un truc, on l'a de suite. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas la vraie vie. Et justement, même si effectivement ça peut être très confortable, bon, au bout d'un moment, on a envie juste d'être posé, quoi, d'être tranquille, vraiment. Et vu que tu dis que les jeux, c'est quand même quelque chose de très à part, est-ce que tu t'en veux quand même de pas réussir quand tu n'arrives pas à faire des jeux? Ouais. Alors après, ça dépend, je pense, des athlètes, de leur histoire, etc., de pourquoi ils font leur sport aussi. J'imagine que des sportifs qui, avec leur prime, pas font vivre leur famille, mais presque, évidemment qu'il va y avoir de la culpabilité quand ça fonctionne pas. Après, pour d'autres qui, oui, c'est le sport passion, etc., peut-être qu'ils le vivraient autrement, pas forcément avec plus de détachement, mais moins de culpabilité. En fait, ça dépend vraiment des athlètes. Mais beaucoup d'athlètes ont un regard très exigeant, très critique, voire punitif en fait envers eux, avec des exigences élevées avec pour beaucoup une peur d'échouer, ce sentiment de honte. Moi, ça m'est arrivé de ressentir une honte, mais extrême, qui était disproportionnée quand je faisais une contre-perf. C'était une honte à rester chez moi et à dire je m'entraîne pas pendant 3 jours et vous m'appelez pas. Et je me rappelle même plus du chrono que j'avais fait, tellement pour dire que c'est un détail en fait. Mais sur le moment, je vis ça tellement mal. Je me dis en fait, je veux voir personne, tellement j'ai honte de ce que j'ai fait. Et est-ce que ton rapport à l'échec, comment ton rapport à l'échec a évolué entre le moment où tu commences l'athlé et ta fin de carrière? Oui. En fait, ce qui a été très intéressant, moi, dans mon cas, et c'est là où ça m'a aidée, c'est pour ça aussi, je pense que j'encourage les athlètes en ce sens, c'est que mon rapport à l'échec a changé quand j'ai compris pourquoi c'était si insupportable pour moi d'échouer. Et quand j'ai remis tout ça dans mon histoire, dans comment je me suis construite, mon enfance, etc., je me suis dit, mais en fait, purée, c'est pour ça que mon cerveau, il voit comme ça l'échec, comme un truc grave. Et cette vision-là exagérée, je l'ai travaillée du coup en thérapie. Et en fait, après, je me suis lâché la grappe, mais c'était tellement bien. Et là, mes 2 dernières années de carrière ont été les plus belles en termes de comment je me considère, comment je prends soin de moi, mon attitude envers moi-même. Ok. Mais concrètement, on t'a dit que tu as compris comment, en fonction de ton enfance et tout, concrètement, c'est-à-dire? En fait, si tu veux, dans ton histoire, ton cerveau, il va apprendre du contexte dans lequel tu es, des personnes qui sont en interaction autour de toi, de comment on s'occupe de tes besoins, etc. Et avec les insécurités qui vont se créer, plus ou moins grandes, tu vas chercher à les combler, ces insécurités, d'une manière ou d'une autre. Si on prend un sportif, un politique, une star, il y a beaucoup ce truc de dire c'est ma revanche, c'est ma revanche, c'est ma revanche. Ok, donc en fait, ça veut dire que tu n'existes que par le résultat, que par le fait d'être reconnu, vu, validé. Ok. Mais le jour où il y a un caillou dans la chaussure, qu'il y a un échec ou que ça se passe pas comme prévu, en fait, ton cerveau va avoir l'impression que, de nouveau, on le met face à son insécurité et que tu repars en fait avec ce qui a été le plus douloureux pour toi. Et moi, j'ai compris effectivement comment ce truc-là s'est créé dans ma vie et comment est-ce que l'athlé avait pu être un peu ce tuteur-là, cette aide pour m'éloigner de ce qui pouvait me faire peur, en fait, quand dans toute cette phase-là d'enfance, adolescence, quoi. Donc en me disant, mais en vérité, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour être heureuse? Est-ce que je peux pas être heureuse autrement? Mais en fait, c'était beaucoup plus simple après parce que le sujet de l'athlé me semblait beaucoup moins important, finalement. Mais pardon, vas-y. Non, j'allais te poser la question de qu'est-ce qui te faisait peur? Qu'est-ce qui me faisait peur? En fait, moi, c'est toujours ce truc de je suis à part, en gros. Je suis à part, etc. Et donc, pour ne pas me sentir à part,
Ben, il faut que j'ai un truc à faire valoir. Regarde, t'as vu ce que je sais faire, j'ai réussi ça, etc. Et donc, du coup, ben, quand j'avais une contre-perf, ça m'enlevait presque de la valeur, en fait. C'est Du très coup. identitaire, Exactement. c'est ça. Ok. Exactement. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut devenir, parce que du coup, tu parlais de performance, est-ce Mm. qu'on peut vraiment devenir athlète de haut niveau sans être obsédé par la performance? Oui, j'espère. En tout cas, en tout cas, moi, ça a été mon cas quand j'ai travaillé sur moi. Mais beaucoup de sportifs de haut niveau sont focus perf et en même temps, c'est ça qui a marqué dans nos contrats. C'est ça qu'on demande quand tu vas accéder à certains championnats. Donc, c'est super difficile de s'en détacher. Mais moi, le message que je porte, c'est de dire aux sportifs, et pas que, hein, toute personne, vous n'êtes pas que ce que vous produisez, en fait. Arrêtez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous n'êtes pas que sportif, vous n'êtes pas que artiste, vous n'êtes pas que... peu importe le métier. Et selon toi, là, tu as dû rencontrer donc énormément d'athlètes de haut niveau. C'est quoi les choses que vous avez en commun? Chose qu'on a en commun avec les autres athlètes de haut niveau. Je pense que une chose qui revient, c'est qu'on a quand même la capacité à, même si c'était compliqué, pour beaucoup, à se remobiliser pour retenter ce côté-là de ok, ben je retente. Je dirais pas résilience parce que je sais pas exactement si c'est ça, bien que je pense que beaucoup de sportifs soient résilients parce que au-delà de la contre-perf, il y a la blessure, il faut revenir. Et on a quand même au quotidien en fait à cultiver ce truc de ok, l'entraînement de la veille s'est mal passé, mais je suis encore là le lendemain. Et en fait, tous les sportifs de haut niveau, tous les jours à l'entraînement, on se mange des échecs, hein, constamment. C'est ok, ben j'ai pas réussi à soulever tel poids en muscu. Techniquement, sur cet exo, j'étais à la ramasse, j'ai rien compris. Tel geste, oui, j'arrive pas à le faire. Un tel m'a mis une mine sur telle course. Enfin, en fait, c'est tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, le lendemain, bah, il faut être là et il faut être prêt à inverser la tendance. Ok, trop intéressant. Moi, j'ai une question sur l'un de tes plus beaux souvenirs, qui était en 2019 quand vous devenez championne du monde, sur le 2 fois 400 mètres, c'est ça? 4 fois 200 mètres. 4 fois 200 mètres, mais complètement ramasse. Non. Mais une fois que du coup, bah voilà, vous voyez sur les écrans du coup que vous êtes championne du monde après une course de folie. On essaiera de mettre un petit extrait d'ailleurs. C'est quoi l'émotion qui prime là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? Ça doit être tellement fou. Ben, moi déjà je suis un peu sidérée parce que du coup c'est moi qui termine et je me dis mais enfin on est vraiment championne du monde et j'attends de voir mes coéquipières et en fait on n'en revient pas quoi. Enfin, Ouais. Non, c'était surtout que la veille en plus on avait échoué, on n'avait pas fini la course sur le 4x100 et ça avait été vraiment difficile et en fait fallait voir en plus comment on abordait la course, on était tellement détente. Ça a été vraiment un truc très, très particulier. Alors, c'est super beau, mais en vérité, je ne serais même pas capable de décrire plus que ça. La course, je vois juste que mes coéquipières passent super fortes et que quand elles me donnent le témoin, on est encore première et que là, je me dis, OK, il ne faut pas déconner parce que là, il ne faut vraiment pas que je me fasse rattraper. Et ouais, je vois qu'on est première et là, je suis très surprise. De toute façon, c'est ce qu'on voit sur les images. J'ai du mal à revenir. Je pense que je pense à ma famille. J'ai hâte de les appeler. D'ailleurs, c'est ce que je fais juste après parce on a un contrôle antidopage et de suite, quand j'ai mon téléphone, j'appelle ma famille. C'est pas Nelson Montfort qui arrive directement. Non, après, on a eu l'interview. Oui, on a eu toutes les interviews, tout ça. Et je pense que ouais, même les journalistes étaient surpris. Non, et en plus, tu fais un record de France à ce moment-là. Un record de France, ouais. Ça, du coup, c'est en plus une consécration supplémentaire à ce moment-là. Tu dois être trop contente. Mais c'est surtout que, moi, je me dis, mais ça fait beaucoup là pour une course. Waouh! Et ouais, on s'y attendait pas. Et je me rappelle même que quand on voit les start lists, donc en fait, voilà, les start lists, c'est les pays qui sont alignés sur la course et surtout les filles qui composent les équipes. Les Jamaïcaines, je crois, elles avaient 2 ou 3 championnes olympiques sur 4 coureuses. C'est ouf. Donc on se dit, bon, nous, si on fait 4e, c'est honnête, c'est pas mal, on aura fait un bon championnat. Et en fait, ouais, on a là, franchement, ça a été très, très fort ce qu'on a fait, vraiment. Incroyable.
Et Non, vas-y. est-ce que si tu devais résumer toute ta carrière, donc c'est très dur comme question, prépare-toi. Si tu devais résumer toute ta carrière, finalement, t'en ressors grandi comment? Est-ce que alors je me doute, oui, fier de toi, etc. Mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit là, maintenant? Mais je pense qu'en fait, que grâce à l'athlé, j'ai appris à travailler sur moi. Vraiment. J'ai appris à travailler sur moi, évidemment physiquement, à aller au-delà des signaux de douleur et se dire « Ah, mais finalement, je peux encore le faire, etc. » Bon, nous, c'est poussé à l'extrême, mais mine de rien, ça apprend ça. Ça apprend aussi à prendre soin de soi parce que notre corps, c'est notre premier outil de travail. Et j'ai appris aussi des choses sur moi que peut-être si j'avais eu une vie où ce que je peux ressentir ou comment je peux vivre des choses, mais en fait, c'est pas aussi mis en avant parce que dans le sport de haut niveau, en fait, on est à 1000%, on peut pas faire à moitié les choses. J'aurais peut-être pas vu que j'avais eu cette construction-là dans ma vie. Ça m'a aidé aussi à grandir spirituellement aussi. Donc, ça a été vraiment un apprentissage pour moi, mais dans toutes les sphères de ma vie. J'ai vraiment, je dois à l'athlé, même mon mari, en vrai. Hein. Parce que tu l'as rencontré, je l'ai rencontré à grâce à l'athlé. Mon premier entraîneur, je le considère comme un membre de ma famille. Donc, il a une famille. Pour moi, c'est ma famille aussi. J'ai des amitiés pareilles qui, grâce à l'athlé, j'espère vont durer toute ma vie, que je dois entretenir, mais qui vont durer toute ma vie. Incroyable. Et quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, tu venais d'annoncer donc la fin de ta carrière. Ça t'a fait quoi, ça, d'arrêter, de passer de cette carrière qui a été si importante pour toi à une nouvelle vie? Alors, en fait, moi, ma fin de carrière, finalement, je sais que ça va arriver après les Jeux de Paris depuis un moment, parce que dès que j'ai su que c'était après les Jeux de Paris, je me suis dit, t'arrêtes à ce moment-là, c'est cool. C'est beau. C'est beau. Donc, je sais que c'est là depuis un moment. Pas tout le monde, forcément, était au courant, mais bon. Moi, à ce moment-là, je sais que ce sont mes derniers Jeux, et on n'arrêtait pas de me dire, oui, mais t'es sûre, même si tu fais ton record, même si t'es truc, même si t'es machin. Je disais oui. Et effectivement, j'ai fait mon record, j'ai fait vraiment de super courses. J'ai jamais été aussi rapide que l'année des Jeux. Mais j'avais pas envie de continuer pour autant. Et en fait, c'était tellement là depuis longtemps que quand je prends ma retraite, déjà de suite j'enchaîne, je déménage sur Paris, je cherche un cabinet pour m'installer, etc. Donc je suis très occupée, j'ai pas du tout le temps de penser à ma fin de carrière. J'ai juste envie de me reposer d'ailleurs, je pense, vraiment. Et en fait, le jour où je fais cette vidéo, j'annonce ma fin de carrière, en fait, là, déjà, je commence à pleurer. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais bon. C'est parce que je revois des images, des trucs, des machins, je me rappelle des souvenirs. Et alors, le pire, ça a été quand j'ai publié la vidéo, parce que j'ai eu des retours où je m'attendais vraiment pas à avoir laissé une telle empreinte, en fait, dans l'athlétisme français, quoi. Et j'ai eu vraiment des messages qui m'ont extrêmement touchée. Je me rappelle, du coup, je rentre, et je dis, en fait, je pleure, je tombe sur mon mari, je lui dis, je pleure, du coup. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, regarde, je viens d'annoncer et tout ça, ma fin de carrière, et je m'attendais pas à avoir des messages comme ça. C'était vraiment très, très émouvant, parce que je pense que jusque-là, j'avais tellement été occupée aussi que je m'imaginais pas, en fait, tout ce que ça avait été, ma carrière, pour les autres aussi de l'extérieur, en fait. Et on voit souvent les choses dans son petit monde, mais effectivement, les autres, ils ont un autre point de vue, et je m'attendais pas à ce que ce soit ce point de vue-là du tout, vraiment. Incroyable. Et quand tu dis des messages, t'as reçu des messages de tes proches, d'inconnus? Alors, ouais, d'inconnus, de très connus, comme Marie-Josée Pérec aussi, de fans d'athlètes, de moins fans d'athlètes, de proches, qui m'ont tous laissé un petit mot qui m'a vraiment, vraiment touchée. Et même de moins proches qui ont pris le temps de m'écrire et de me dire ce qu'ils avaient suivi, ce qu'ils avaient pensé de ma carrière. C'est dingue. Tu penses ça? Ouais, c'était vraiment... c'était hyper fort. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'alors du coup, tu es en plus là, podcast santé mentale. Ce qui est fou, c'est que tu t'es réorienté après, du coup, en tant que psychologue. D'où est venue cette envie de devenir psychologue?
Bah alors en fait, je voulais être psy avant d'être sportive de haut niveau. Donc depuis la 4e, je sais que je veux faire psy. Je ne sais pas comment j'ai rencontré ce métier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça m'est venu à l'esprit. Mais une chose est sûre, c'est que si j'avais pas fait psy, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est une vraie vocation. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne me vois pas faire autre chose, même si c'est dur, même si c'est pas simple. Mais je me vois pas faire autre chose. Vraiment pas. Et c'est quoi que ça t'apprend quoi aujourd'hui d'être psychologue? Parce que finalement, tu as eu tellement de lots de pression pendant ta carrière, etc. Ça te fait quoi finalement après de voir ces styles de pression aussi chez les autres et d'essayer de les guérir, hein? Oui, oui, oui. Je pense que là où j'encourage beaucoup les personnes que j'accompagne, c'est essayer. Essayer, on ajuste après. Parce que si par exemple on prend les inquiétudes ou l'anxiété, en fait, c'est plein de et si, et si, et si. Et il y a des choses qu'on va s'imaginer comme très importantes, voire très urgentes, mais qui en fait au final ne le sont pas. Ou on va avoir une vision du monde qui va être complètement biaisée. Mais parce que on a une humeur qui est basse ou quoi. Mais en fait, la preuve contre ces pensées-là, c'est aussi être dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Quand on a des difficultés à sortir de son lit, si l'objectif, c'est juste de se mettre sur le bord du lit, ben en fait, c'est gagné, let's go, on continue. Et moi, c'est surtout ça, c'est de se dire quand moi, j'arrivais pas à faire un geste à l'athlé, mes entraîneurs, ils découpaient toujours. On recommençait petit à petit. En fait, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Et notre cerveau, il est tout le temps en train d'apprendre, mais on doit lui montrer qu'il y a un début et qu'on est capable de faire le truc. Et c'est ce que vraiment j'essaie de donner comme élan aux personnes que j'accompagne, en fait, quelle que soit leur situation. Ça passe vraiment par « Ok, on tente, et après on ajuste ». Incroyable. L'action. Ouais. C'est donc d'un côté, tu peux dire que ta carrière d'athlète de haut niveau t'a aidé à devenir aussi une meilleure psychologue. Oui, je pense. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, j'accompagne des sportifs et évidemment, du coup, je vois exactement de quoi ils parlent. Mais même sans, heureusement, avoir connu tous les problèmes des personnes que j'accompagne, je vois au niveau émotionnel ce qu'ils ressentent parce que je l'ai vécu aussi dans mon sport, en fait. Alors, c'est évidemment à d'autres échelles pour certains, mais j'ai une idée, je sais à quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut être douloureux, à quel point, enfin voilà, l'exemple où j'ai tellement honte de moi que je me dis je ne veux voir personne et je ne peux pas sortir de chez moi, c'est très extrême. Et donc quand des personnes sont à un extrême, quand des personnes sont à un extrême comme ça, ben je sais à quel point effectivement ça nous semble impensable que d'aller au-delà de ce qu'on peut ressentir. Et pourtant, finalement, moi, à ce moment-là, quand j'étais dans mon appart, oui, je voulais voir des gens en vrai. Hein. J'avais besoin qu'on me réconforte, qu'on m'écoute, qu'on me comprenne. Mais c'était pas l'image que je renvoyais. Mais tu n'y arrivais pas. T'arrivais pas à c'est pas de demander de l'aide, mais. J'arrivais pas, en fait, à. Alors bon, évidemment, ma famille m'appelait, mon père, évidemment, bon voilà, il passait par ma sœur, Tu vas courir. Alors lui, il était vraiment, je lui disais, bon, m'appelle pas et ça, il était très inquiet, très anxieux, et très inquiet de que j'aille bien, en fait. Donc dans ces moments-là, du coup, il me disait de pas m'appeler, soit il m'appelait quand même, mais il insistait pas, soit il faisait appeler ma grande sœur, ouais, je lui réponds toujours, soit ma tati, la petite sœur de ma mère. Et évidemment, je réponds toujours. Donc, en fait, il essaie de trouver des stratégies. Voilà. Il est malin. Il est malin. Pour avoir des news. Sauf que je sais qu'il est derrière, en fait. Voilà. Mais tu sais que de comment tu parles de ton père, ça m'intrigue trop. Mon rêve, ce serait de rencontrer ton père. Bah, Pour voir le écoute, personnage. Seulement s'il me fait pas courir. Ah oui, oulala. Bouge, peignasse. Oui. Cours. Le pauvre, il serait déçu. Incroyable. Je sais pas si. Dans ton métier de psychologue, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Je suis tellement heureuse quand ils me disent j'ai réussi à faire ça. Je suis tellement heureuse quand ils me disent en fait j'ai réussi à inverser la tendance. Ouais, quand il y a plein de marqueurs de progression. Et puis ça me touche aussi beaucoup quand les personnes me disent vous m'aidez, en fait. Et même si j'ai pas encore réussi à faire ça, je sens que dans ma tête, je vois plus les choses comme avant. Mais alors là, je leur dis non mais... Alors déjà, c'est vous qui avez tout le mérite parce que moi, en fait, je soumets juste des choses. C'est vous qui faites. Et en fait, ça me fait plaisir. Je me dis ok, j'aide quelqu'un, vraiment.
Incroyable. Donc là, du coup, tu es dans ton cabinet. Tu es Ouais. installé dans quel arrondissement? 16e. 16e. Je me rappelais plus. Mhm. Et donc, là, en fait, tu as arrêté ta carrière quand exactement? Après les Tiens. Jeux de Paris, donc en août 2024. Ok, donc là, tu as commencé à t'installer. Ça se passe bien. Exactement. Trop bien. Incroyable. Donc, tu traites aussi donc, des sujets du sport, Oui. beaucoup. Oui, enfin plus des non-sportifs que des sportifs d'ailleurs. Ok, Mhm. ok. Trop bien. Et tu les accompagnes sur. Est-ce que tu en as certains qui viennent et que tu accompagnes aussi parce que un psychologue, il est là pour t'accompagner dans ce cheminement de trouver les réponses par toi-même, Oui. si je me trompe Mhm, mhm. pas. Est-ce que tu en as certains qui te demandent des réponses directement? Je te dis ça Oui. parce que ça arrive tellement, je pense, oui. souvent. Oui. Mais en fait, pas plus tard qu'aujourd'hui, je disais, je peux pas dire à telle personne, faites ci, faites ça, faites ça. Enfin, c'est vraiment. Je propose. En fait, le soin sous contrainte, ça existe que dans certaines situations. Et la personne, en fait, doit avoir la motivation nécessaire. C'est pas qu'elle ne veut pas le faire, elle a envie de s'en sortir. Des fois, il y a des choses qui font. Bon, elle ne le fait pas pour X ou Y raison. Mais effectivement, il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce que vous auriez fait, vous qu'est-ce que vous en pensez, vous auriez réagi comment, etc. Et évidemment, enfin, moi, je suis pas du tout dans la psy, la posture où on sait pas qui je suis, on connaît juste mon prénom, je dis rien. Non, enfin, moi, c'est... Hier, je travaillais avec un patient qui fait des attaques de panique, enfin, qui faisait des attaques de panique. Bon, il en a refait une petite hier, mais il est quand même sur la bonne pente, il n'y a aucun souci. Donc, on a refait des exercices où, en gros, on s'expose aux sensations de l'attaque de panique. Donc, on a travaillé sur les étourdissements, on a travaillé sur les tremblements. Et donc, en fait, on induit ça pour que quand ça arrive, son cerveau dise « Ok, je sais gérer ». Donc, c'est pour l'habituer, etc. Pour le désensibiliser, en fait, à ces sensations-là. Et en fait, je faisais avec lui. Et il me dit « Oh, mais vous me faites toujours faire des trucs ». C'est énorme. C'est bien. Et en fait, ça me fait rire. Je me dis, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans l'image du... Bon, c'est scientifique, ce que je fais. Ça sort pas de ma tête, bien sûr. Mais en fait, ouais, on y va, quoi. Et je fais avec eux. De toute façon, on fait des jeux de rôle. Il y a des blagues, il y a des trucs. Ouais. Ça, c'est trop bien. Stylé. Et c'est important de dire que à chaque fois, on le répète, mais un psy qui est bon pour quelqu'un ne sera pas forcément bon Exactement, pour un autre. tout Et à fait. qu'il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs psys pour trouver son bon C'est ça. psychologue. Ce qui est fou, c'est, je pense à ça comme ça, mais ce qui est incroyable quand même dans la vie d'une ou d'un athlète de haut niveau, c'est que tu as quand même deux vies, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est incroyable. Tu as fait une vie d'athlète, et derrière, tu arrives à refaire ta deux vies en une. Exactement. Ça va être sur le moment, donc forcément très dur la transition. Mais c'est quand même, je trouve, après, avec tous les efforts que tu as fait en amont, bien évidemment, mais ça doit être tellement jouissif de te dire « j'ai une deuxième vie, let's go, je recommence une deuxième ». C'est incroyable, je trouve. C'est pour ça aussi que j'ai voulu arrêter, entre guillemets, tôt. Parce que je voulais avoir l'énergie d'avoir une autre vie, en fait. Et bon, déjà, au niveau des articulations, c'est compliqué. Donc, en plus, si j'avais poussé le truc au maximum, que c'est pas une perte de temps, mais j'aurais peut-être pas eu l'énergie de m'investir autant dans mon cabinet pour le lancement, par exemple. Enfin, tout ça, je pense que là, pour le coup, j'aurais eu le regret. J'aurais eu plus de regrets là de commencer tardivement cette deuxième vie que d'arrêter finalement une carrière où je suis hyper rapide, quoi. On touche à la fin. Dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Maroussia? Qu'est-ce que j'aimerais dire à la petite Maroussia? Je parle des petites versions de mes patients toute la journée, donc c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais lui dire à la mienne, à force de demander aux autres? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pense que je lui dirais « Je t'aime comme tu es », tout simplement. Et ça suffit. Ça suffit comme ça. Voilà. Incroyable. Et est-ce que tu as aussi du coup, désolé, je rajoute une dernière question, mais est-ce que tu aurais un peu le mot de la fin pour justement les gens qui nous écoutent sur justement les facteurs de quand tu as tes lots de pression, tes lots de stress et que ça va pas, etc. Quel message finalement un peu de motivation ou de pour ces finales à continuer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là qui galèrent? Ouais. Alors, en fait, pour gérer tout ce qu'on ressent, ce
Ce qui est important, c'est d'abord de l'accepter. C'est difficile, mais il faut imaginer vraiment que par moment, on a des émotions, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce et on veut tout faire pour couvrir l'éléphant avec nos pauvres couvertures. Donc, nos couvertures, ça va être je me sens pas bien, je vais scroller sur mon téléphone jusqu'à être complètement anesthésiée, ou je vais de suite appeler un tel, je vais boire un verre, je vais fumer une clope. Et en fait, nos émotions, elles restent. Et il faut imaginer justement, c'est cette petite version de nous qui dit « J'ai un truc à dire, ouvre, ouvre, ouvre ». Mais déjà, il faut accepter de dire « Purée, ok, il y a cet éléphant au milieu de la pièce, je vais commencer par le regarder et je vais voir comment est-ce que je vais le faire sortir ». C'est vraiment « Ok, je t'accepte ». Vraiment, l'acceptation, ça change tout. J'adore l'image. Ouais, j'adore l'image. Et donc ça, tu peux le faire donc aussi bien en thérapie que Exactement. avec le sport aussi, du coup. Exactement. Ok, incroyable. Merci beaucoup, Maroussia. Merci pour Merci tout. à vous. C'était un super moment. Vraiment iconique. Hein. Et Bon, à chaque fois qu'on te voit, finalement, ouais. c'est iconique, hein, j'aurais te dire. Hein. Et Vraiment. qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un peu de repos, de vacances, parce Ouais. que... Elle arrête pas. Non, je comprends. Mais en tout cas, trop bien. Merci. Bah, bon mille fois. repos. Merci beaucoup. Merci. Merci. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Et ça, on vous le partagera dans Sous les apparences. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.